Bienvenue dans les podcasts Eutena, à la découverte d'auteurs et d'artistes talentueux qui vous parlent de leur création sous des angles inédits que vous ne retrouverez pas ailleurs. Aujourd'hui, notre émission Lecture part en exploration littéraire du livre de Jean-Pierre Andriot intitulé « Femmes ». Dans ce livre, Jean-Pierre rend hommage, sous forme poétique, aux femmes d'exception qui ont eu le courage d'enlever leurs bâillons et d'abattre des barrières pour quitter leur prison, libres et sans muselière. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Diane. Quel plaisir de vous tendre le micro aujourd'hui pour les podcasts Eutena. Le plaisir est partagé. Alors moi, je suis très curieuse de découvrir un petit peu qui vous êtes et de savoir comment vous avez écrit ce livre, mais c'est juste génial ce que vous avez fait là. Donc, merci. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre Femmes ? Alors, ce qui m'a motivé, il y a peut-être plusieurs choses. On vit dans une société où, bien qu'on soit, entre guillemets, relativement évolué, les femmes ne sont pas encore arrivées à se mettre à égalité. Enfin, elles ne sont pas arrivées à se mettre. C'est nous, les hommes, qui ne les avons pas mis à égalité avec nous. Et on voit ça tous les jours. Alors, ce qui a déclenché peut-être l'envie d'écrire sur les femmes, je pense que c'est un des énièmes féminicides qui ont eu lieu en France. Là, ça a été un peu le déclic. Ça a été un peu le déclic. Je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Puis j'avais dans la tête quelques femmes à qui je voulais vraiment rendre hommage. Donc c'est parti comme ça. Après, je me suis un peu documenté pour étendre ce que j'avais à dire. Oui, on sent bien que vous êtes très touché par ces féminicides. Je me demandais d'ailleurs si vous aviez été concerné vous-même de près. Non, ou pas si du tout. C'est juste les faits divers que vous entendez. Non, pas du tout. C'est simplement des faits divers ou alors, vous voyez, c'est un peu tous les jours. En ce moment, en France, on parle de parité des salaires, en disant que les femmes touchent tant de moins que les hommes et qu'à partir du 10 novembre, je crois, ils travaillent pour rien. Donc, vous voyez, c'est tous les jours qu'on est confronté à ce problème-là. Et donc vous avez choisi une manière très particulière de rendre hommage. Vous avez choisi, si j'ai bien compté, 31 femmes. Oui. Voilà, à qui vous rendez hommage et C'est vous leur ça. rendez hommage d'une manière particulière grâce à votre passion pour la poésie. Oui, tout à fait. Comment est Tout à fait. construit votre livre ? Comment il est construit? Disons que j'ai commencé tout simplement par la première qui est dans la liste, c'est Heidi Lamar, l'actrice. Et puis après, bon, ça s'est enchaîné. J'avais quelques femmes que je connaissais particulièrement bien pour y avoir été, pas confronté si vous voulez, mais dans mes études d'allemand, par exemple, j'avais beaucoup entendu parler de Hildegard von Bingen, la religieuse. Donc après, ça s'est enchaîné comme ça. Puis je me suis dit, il faut être très éclectique dans le choix de ces femmes. Il faut aller de l'intellectuel à la physicienne, en passant par l'informaticienne, en passant par une peintre, par une... Enfin, il y a toutes sortes, vous l'aurez remarqué. Oui, en Toutes effet, ces femmes... il y a des gens extrêmement, que moi je connaissais pas du tout, si je Oui, pense tout à à fait. Valentina Tereshkova, Alma Reville, Annette Kellerman. Pour moi, en tout Oui, cas, c'était des personnes inconnues. oui, Mais après, il y a par exemple, Catherine Schwitzer, qui était un peu plus connue, en tout cas pour moi. oui. Cette personne donc, qui a couru la première qui a Le couru un marathon, marathon. qui n'avait pas le droit de le faire. Mais après, alors, il y a des célébrités, comme alors quelqu'un que je ne savais pas du tout son nom et je ne saurais certainement pas le prononcer. Allende, comment vous le dites? Oui, Mère Colombier. Teresa. Mère Voilà, Teresa. bon, on va s'arrêter là. On va Je dire Mère pense que je Teresa. serais aussi embêté que vous pour Voilà, le comme ça, donc prononcer. on va pas le dire, mais enfin, il y a Mère Oui, Teresa, il y a George Sand, il y a Angela Merkel, il y a oui, vraiment, et Marie Curie, il y a des grands noms, oui. et il y a vraiment toutes sortes de personnages. Le but, c'était de trouver des femmes qui avaient réussi à s'imposer dans un monde où, entre guillemets, c'est le mal qui dicte. Donc Oui, c'est ce que je voulais, c'est ça, c'est montrer que à leur époque, quelle que soit l'époque d'ailleurs, parce que ça, en remontant à Hildegard von Bingen, ça remonte assez loin. Donc, quelle que soit l'époque, ces femmes avaient réussi à peut-être pas se faire un nom tout de suite, mais laisser leur nom quand même à la postérité. oui. Donc, c'est ce qui m'intéressait. En tout cas, c'est très touchant, c'est magnifique voilà, d'être en échange avec vous et de savoir ce que vous avez fait pour les femmes. C'est Mhm. très beau. Moi, ce que j'aimerais encore juste entendre, c'est la manière dont vous l'avez écrit. Oui, alors j'ai toujours, enfin plus ou moins écrit, mais quand j'étais
Quand j'étais déjà ado, je faisais quelques petits poèmes. Et puis après, bon, avec le travail, moi, j'étais prof d'allemand. Donc, j'ai pas trop le temps d'écrire. J'ai commencé à écrire pendant le confinement, parce que ça a été le déclencheur. Et alors, comment vous dire? J'écris pratiquement toujours en marchant. D'accord. C'est-à-dire, je m'en vais, je pars pratiquement tous les matins, 2, 3 heures. Je vais marcher. J'habite dans un endroit où je suis à 500 mètres de la nature et des forêts. Et j'écris en marchant. Je prends mon téléphone. Puis quand il y a quelqu'un qui vient, ou un thème qui m'intéresse, ça y est, ça sort. Ça, D'accord. Et ça et sort si vous, toujours sous forme de alors, vers? ah oui, oui, c'est-à-dire que je me l'impose aussi. Je me Ah, l'impose aussi parce que je trouve que, on va dire, ça canalise la pensée, ça la structure. Le but, d'être le plus clair possible, et bien en faisant rimer. wow. Alors, l'idée de cet épisode-là de podcast, c'est de vous tendre le micro pour que vous puissiez lire des passages de Mhm. votre livre. Alors, Oui. je vais vous proposer de faire ça. Quelle est la première personne à qui vous avez envie de rendre hommage? J'ai envie de rendre hommage à Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet, donc, qui a été la compagne de Voltaire, qui a été, on ne peut pas dire éclipsée par Voltaire, pas du tout. Elle était éclipsée par les autres hommes. Au contraire, Voltaire, lui, il l'a mise en valeur. Il l'a mise en valeur en lui rendant un hommage fabuleux à la fin de sa vie. Donc, j'aimerais commencer par elle. Super. Alors, Émilie du Châtelet. Le siècle des Lumières révéla de grands hommes. Bien des femmes derrière n'eurent droit qu'à la gomme. Auraient-ils pu sans elles marquer autant l'histoire et déployer leurs ailes pour voler vers la gloire? Ces femmes qui, à l'ombre, ont été condamnées par des manœuvres sombres ou par la destinée, méritent qu'on les sorte de cette obscurité pour leur ouvrir les portes de la postérité. Issue d'une famille aussi noble qu'aisée, Émilie, jeune fille, a l'esprit aiguisé. Elle connaît à 12 ans l'anglais, le grec ancien, lit déjà couramment l'allemand, le latin. Ses goûts très éclectiques et sa curiosité font qu'elle aime et pratique plusieurs activités. Le théâtre, le chant, la danse, la musique, mais elle a un penchant pour les mathématiques. Elle est ce qu'on appelle un excellent parti. Intelligente, belle, l'avenir lui sourit. De nombreux prétendants se jettent à ses genoux, si bien qu'à 19 ans, elle a la corde au cou. Épouse du marquis Florent du Châtelet, Gabrielle Émilie aime batifoler. Et comme son mari multiplie les maîtresses, il faut bien qu'elle aussi se déride les fesses. Très pris par sa carrière, bien moins par sa maison, le marquis militaire n'usait pas son salon. Bien plus jeune, Émilie prend aussi des amants et les met dans son lit pour remplacer l'absent. De ce couple aujourd'hui, on dirait qu'il fut libre, chacun menant sa vie en laissant l'autre libre. Il est probable aussi qu'intellectuellement, le marquis ait admis qu'elle était loin devant. Philosophe, écrivaine et mathématicienne, linguiste et physicienne, quels que soient les domaines, Émilie y excelle par ses dons naturels grâce à un potentiel vraiment exceptionnel. François-Marie Arouet, autrement dit Voltaire, dont la plume acérée répandait la lumière, eut avec Émilie une longue liaison, amant de cœur unis aussi par la raison. L'admiration sincère qu'il vouait à Émilie a animé Voltaire tout au long de sa vie. La femme intelligente qu'il admirait en elle était aussi brillante que cultivée et belle. Il a toujours vanté en toutes circonstances ses grandes qualités et ses talents immenses. Pour lui, cette âme sœur aux dons exceptionnels était bien supérieure au commun des mortels. Voltaire la soutient, la pousse et l'encourage pour qu'elle parvienne enfin à briser l'apanage de la jambe masculine qui régnait sans partage et n'était pas encline à tourner cette page. Le thème du bonheur intéressait Voltaire. Il était même au cœur du siècle des Lumières. Seuls les hommes, pourtant, donnaient leur point de vue. Les femmes de ce temps s'étaient trop souvent tues. Le discours du bonheur qu'a écrit Émilie comble un peu cette erreur, du moins la rectifie. Pour la première fois, une femme s'exprime, fait entendre sa voix
pour que d'autres s'affirment. Dans un univers clos, purement masculin, elle remet à niveau le génie féminin. Les hommes qu'elle éclipse, grâce à ses compétences, ne lui rendront justice que bien plus tard en France. Newton qu'elle traduisit, Leibniz qu'elle fit connaître, furent pour Émilie d'incontestables maîtres. Rares étaient alors ceux, au siècle des Lumières, qui pouvaient parler d'eux comme elle a pu le faire. Voltaire et Émilie ont vu le potentiel de la philosophie dite alors naturelle, expression employée pour les sciences physiques et ainsi désignée par les non-scientifiques. Ils auraient pu rester, chacun dans leur domaine, mais leur spécialité n'était pas si lointaine. Il lui a apporté l'éveil philosophique, elle a su compléter ses bases scientifiques. Il l'a encouragée à penser librement, sans peur des préjugés inhérents à son temps. Il l'a fait profiter de sa grande expérience, elle lui a apporté toutes ses connaissances. Ils ont tout partagé, leurs rêves, leurs idées, projet après projet, ils se sont entraînés. Voltaire a stimulé à fond son potentiel pour qu'elle puisse voler avec ses propres ailes. Malgré tous ses talents, Émilie n'eut en France, du moins de son vivant, que peu de récompenses. Ce n'est qu'après sa mort que Voltaire essaiera de réparer ce tort, et il y parviendra. À sa mort, il écrit quelques très belles pages pour rendre à Émilie un très sincère hommage. Il dit qu'il a perdu un ami, un grand homme, dont le seul défaut fut d'être une femme en somme. Il fut l'un des premiers à lui rendre justice, en faisant publier ses œuvres novatrices. Lui que l'ombre effrayait ne voulait plus en faire à celle qu'il voulait mettre en pleine lumière. Émilie fut longtemps à l'ombre de Voltaire, seul son célèbre amant attirait la lumière. Ce n'est qu'avec le temps qu'on éclaira la femme dont l'immense talent fait une grande dame. Voilà. Waouh, comme c'est touchant. Oh, c'est difficile de ressortir de cette bulle, de cette bulle et de cette... Autant que ça vous plaise. Bon, oui, je vous répète, le but, c'était vraiment faire connaître les gens, creuser la personnalité des gens pour voir en quoi ces femmes ont eu du courage jusqu'à s'imposer finalement. ouais, c'est extraordinaire. Je suis très touchée par votre engagement là-dedans. Ça veut dire que vous avez dû faire, déjà, vous avez cette envie de mettre Oui, à l'honneur la femme et vous avez dû faire certainement beaucoup de recherches pour découvrir le parcours de toutes ces femmes, savoir vraiment ce qu'elles ont vécu, les choisir, vous plonger là-dedans et mettre tout ça en vers. Oh, c'est très impressionnant. Moi, je suis hyper touchée. Oui, je suis très émue. Je suis très émue et curieuse merci. d'entendre de qui vous allez parler pour le deuxième extrait que vous avez choisi, qui vous allez nous présenter. Alors, la deuxième, j'ai pris Alma Reville, qui était la femme d'Alfred Hitchcock, D'accord. qui a vécu un petit peu dans l'ombre de Hitchcock. Mais la question, c'est qu'aurait fait Hitchcock? En serait-il arrivé où il en est arrivé si Alma n'avait pas été derrière lui? Alors, je vous propose donc Alma Reville. Donc, on change un peu d'époque, hein. Donc, Vous pouvez situer dans le temps, on va mais faire comme ça. Alma, Donc, Alma, Alma Reville, donc ben, Hitchcock, il s'est fait connaître surtout dans les années 40, 45-50 avec ses films. Donc ça se resitue là. Allez, on y va. Alma merci. Reville, donc. Petite bonne femme, haute comme trois pommes, mais surtout grande dame à l'ombre d'un grand homme. Alma qui n'aimait pas briller dans la lumière, toute sa vie resta présente, mais derrière. Hitchcock aurait-il pu se passer de son aide? Serait-il devenu, sans elle, Sir Alfred? Elle qui eut pour lui tellement de casquettes qu'on ne sait aujourd'hui laquelle mettre en tête. D'abord épouse aimante, attentive et fidèle, première confidente et associée modèle. Du réalisateur, elle fut l'inspiratrice, la muse, l'âme sœur, parfois la protectrice. Née un jour après lui, en août la même année, caprice de la vie ou alors destinée, ils ont, tels des jumeaux, malgré leurs différences, été alter ego toute leur existence. Les plateaux de tournage, où a grandi Alma, l'ont dès son plus jeune âge unie au cinéma. Elle y suit ses parents et chaque jour observe
mémorise et apprend comment naissent les rêves. Mordue de cinéma pour son côté magique, la toute jeune Alma en apprend les techniques. Inventive, ingénieuse et fan de caméra, en devenant monteuse, elle découvre sa voix. Le montage est alors un fief très masculin. Les femmes y ont encore un rôle très restreint. Mais Alma, par ses dons et sa persévérance, y impose son nom et la reconnaissance. Elle ajoute à son arc des cordes différentes, en imposant sa marque aussi comme assistante. Grâce à ses suggestions, elle contribue aussi à l'amélioration de scripts déjà écrits. Elle fait également de la figuration, de rôles insignifiants, pas de composition. Mais en accumulant toutes ces expériences, elle ajoute au talent, technique et compétences. Lorsqu'elle rencontre Hitchcock, en 1922, Alma est à l'époque la plus connue des deux. Elle est dans son domaine monteuse de renom. Lui a beaucoup de peine à imposer son nom. Timide et rondouillard, sans attrait et sans charme, Hitchcock n'a rien d'un phare pour attirer les femmes. Alma, de son côté, ne fait que travailler et n'a jamais trouvé le temps de se marier. Face à tant d'énergie dans 1,50 m, Hitch, timide, sourit, elle l'attire et l'aimante. Il est impressionné par tout ce qu'elle dégage, elle un peu étonnée le jour où il l'engage. Alma dira toujours que c'était un moyen de la voir tous les jours pour qu'elle ne soit pas loin. Il attendra longtemps pour déclarer sa flamme. Il lui faudra 5 ans pour la prendre pour femme. Les studios londoniens où ils tournent leurs films les envoient à Berlin en plein expressionnisme. Murnau sera pour eux un modèle, un repère, lui qui faisait un jeu de l'ombre et la lumière. Du maître, ils apprendront que le plus important est, grâce à l'illusion, ce qu'on voit à l'écran. C'est pendant le tournage que l'illusion se crée. Qu'importe les trucages, si le faux semble vrai. Alma ne sera pas que présente au montage. Elle le conseillera sur chacun des tournages. Cela en rien n'entame du maître le travail de dire qu'à sa femme, il doit maintes trouvailles. Un Psychose en couleur aurait certainement choqué les spectateurs par le rouge du sang. Sur les conseils d'Alma, Hitch tourne en noir et blanc et rend le résultat bien plus impressionnant. Par leur complicité et leur grand savoir-faire, ces deux-là ont été plus que complémentaires. Ils ont su exploiter chacun leurs compétences et se sont apportés mutuellement confiance. Quand l'un cherche ses mots, l'autre finit sa phrase. Comme de vrais jumeaux, ils sont toujours en phase. L'un quelquefois commence, c'est l'autre qui termine. L'idée qu'un des deux lance, le second la peaufine. Hitchcock dira plus tard qu'en matière de sexe, son aspect rondouillard lui donnait des complexes. Si le sexe est alors loin d'être son point fort, il montre en métaphore qu'il connaît ses ressorts. A-t-il eu seul l'idée du train dans le tunnel? Alma l'a-t-elle aidé? Le clin d'œil vient-il d'elle? Le futur sir Alfred dans ce domaine-là appréciait toujours l'aide, le coup de main d'Alma. Avec les suggestions d'Alma comme monteuse, leur collaboration sera toujours fructueuse. En vain, on cherche Alma sur bien des génériques, pourtant sa patte est là, très caractéristique. Hitchcock a eu raison de lui faire confiance, car chaque suggestion lui aura porté chance. Il a toujours suivi comme un porte-bonheur, même contre l'avis des plus grands producteurs. Le maître aurait-il fait une telle carrière sans l'aide de sa fée, toujours cachée derrière? Un réalisateur choisit sa pellicule, mais sans révélateur, le film peut être nul. L'un de l'autre a besoin pour pouvoir s'épanouir, l'un sans l'autre n'est rien qu'un jour sans avenir. Alma fut l'âme sœur du maître du suspense et le révélateur d'un cinéaste immense. En remerciant d'un prix remis pour sa carrière, Hitchcock dira aussi, ému à ses confrères, que sans sa femme Alma toujours à ses côtés, il ne serait pas là, fêté, félicité. Ou bien, ajouta-t-il d'une pointe d'humour, en serveur malhabile, emprunté, gauche et lourd. Quel plus beau compliment aurait-il pu lui faire que ce très émouvant merci pour sa carrière. Voilà. Voilà pour Alma.
Encore un bel univers. Et vous savez quoi, dans cet extrait-là, j'ai envie de dire que vous me réconciliez avec la poésie. Ah oui, bon. Parce que j'ai toujours trouvé que la poésie était difficile à comprendre pour moi. En fait, je comprends pas, j'ai de la peine à Oui, comprendre le message du poète, oui. vraiment. Donc, je me Mhm. suis dit, c'est la poésie que j'aime pas, ça me touche Mhm. pas, la poésie. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que, je sais pas, vous êtes un poète Mhm. qui, qui me réconcilie avec la poésie, voilà. Alors, c'est vrai que quand on lit un poème ou certains poèmes, la difficulté, c'est de rentrer dans l'univers de l'écrivain. Oui. Et c'est ce qui fait que bon, vous avez beaucoup de gens qui disent, ah, ça, c'est pas mon truc. Mhm. Ça me plaît pas. Moi, c'est ce que je vous disais au début. La poésie, le fait de faire rimer, alors de rimer non seulement à la fin du vers, mais à l'hémistiche aussi, ça clarifie la pensée. À mon avis, à mon Mhm. avis. Mhm. Et d'après des échos que j'ai eus des gens qui ont acheté le livre et qui l'ont lu, ils m'ont dit, mais tu arrives à être très clair. Oui, C'était mon but. c'est magnifique, vraiment. Voilà, On va c'est passer bien. au troisième extrait Allez, que vous avez choisi. troisième. Alors là, on va changer, mais on reste quand même dans les années 60 puisque on va aller voir Mary Quant. Mary Quant, vous allez découvrir. Voilà. Alors, qui est cette troisième personne que vous avez Alors, choisie? Mary Quant, c'est une jeune femme qui est devenue couturière et qui a lancé la mini-jupe. Voilà, D'accord. je ne peux Voilà. pas être plus court, Ok. si j'ose dire. C'est pas. Alors, c'est parti. Alors, Mary Quant. Les femmes de tout temps ont été obligées de lutter ardemment contre les préjugés. Dans la société, leur rappelait en somme une infériorité qu'entretenaient les hommes. Depuis toujours, les femmes ont franchi des barrières, chacune avec ses armes, chacune à sa manière. Nul mur n'a résisté à leur coup de boutoir, chacune a remporté tôt ou tard sa victoire. Quels que soient les domaines où on les bâillonnait, elles ont brisé les chaînes qui les emprisonnaient. Elles se sont libérées dans leur vie quotidienne et l'ont améliorée pour leurs concitoyens. La couture est un art où bien des hommes excellent, car ils ont le pouvoir de rendre encore plus belles les femmes qu'ils habillent et qui d'un tour de main, tels de purs joyaux brillent dans de nouveaux écrins. Ce sont pourtant des femmes qui ont cassé les codes, qui ont enfermé leur charme dans de bien tristes modes. Très longtemps, bienséance, pruderie, convention ont primé sur l'aisance et la décontraction. Ce qui pouvait choquer la morale établie et les mœurs étriquées devait être banni. Dans leurs robes, engoncées, serrées et corsetées, les femmes étaient coincées, privées de liberté. Après le joug nazi, les peuples à nouveau libres ont besoin et envie de se sentir revivre. La soif de liberté ramène peu à peu la joie et la gaieté. On veut juste être heureux. Dans les années 50, loin des modes classiques, à Londres, Mary Quant vient d'ouvrir sa boutique. Ce King's Road, son bazar, devient vite une adresse où se côtoient les arts et où vient la jeunesse. Plus qu'une friperie à la mode en plein Londres, le bazar de Marie devient lieu de rencontre. Un cocktail permanent, comme elle le dira. On y parle souvent musique et cinéma. Les Beatles l'aiment bien, les Rolling Stones aussi. Audrey Hepburn y vient et Bardot l'apprécie. Marie y voit un signe, un encouragement. Elle veut lancer sa ligne, créer ses vêtements. Elle souhaite transgresser de façon radicale les modes du passé dictés par la morale. Elle veut des vêtements pour femmes émancipées, libres du vieux carcan de la moralité. Les femmes trop longtemps étaient restées figées, privées de mouvement mais pas de préjugés. Alors le changement doit être radical et balayer vraiment les conventions sociales. Mary part du principe que grâce au mouvement, la femme s'émancipe pour vivre pleinement. Elle jette aux oubliettes les vêtements trop longs pour sortir les gambettes de leur triste prison.
Aux grandes dames de ces dames coincées dans leur morale, Mary Quant donne aux femmes la liberté totale. Choqués, les bien-pensants, du coin de l'œil regardent, attribuant à Satan leur regard qui s'attarde. Mais les yeux des garçons tout à coup s'écarquillent, quand d'un air polisson ils regardent les filles. Les jupes de Mary, courtes et affriolantes, les rendent plus sexy et plus appétissantes. Marie et sa Ménie, au diable envoient le terne pour célébrer la vie et la femme moderne. La Mini est un plus pour les femmes en retard qui rattrapent le bus avant qu'il ne démarre. Avec de nouveaux codes, un esprit innovant, Marie fait de sa mode un miroir de son temps. Elle traduit les envies et les aspirations qui vont marquer la vie d'une génération. La Mini connaît vite un succès sans limite. Les vieux coincés s'agitent, les jeunes plébiscitent cette jupe magique que Marie Quant exporte. L'Europe et l'Amérique lui ouvrent grand leurs portes. Dans les années 50, elle devient le symbole d'une mode innovante où partout fait école. Musique, art et design en font le fer de lance d'un mouvement qui gagne évidemment la France. Sheila, Françoise Hardy, France Gall et Sylvie adoptent la Mini, Bardot Birkin aussi. Dutronc la joue petit et fait de Lilliput, en écho à Mini, la rime à mini-jupe. Marie a bien conscience que la publicité a pris une importance qui ne peut qu'augmenter. Les slogans, les photos sont certes indispensables, mais elle veut un logo facile, identifiable. En prenant une fleur vite reconnaissable, elle choisit la fraîcheur d'une mode abordable. Cette fleur de Mary peut être anticipée, celle dont les hippies feront amour et paix. La mini raccourcie, fin des années 60, devient micro-mini et ensuite hot pants. Moins il y a de tissu, plus la jupe est sexy. Pas sûr qu'elle ait voulu viser l'économie. Les modes avec le temps et les années qui passent s'envolent au gré des vents quand d'autres les remplacent. On les croit disparus, engloutis par l'histoire, et puis un jour la rue les ressort des armoires. La Mini de Mary eut des hauts et des bas, elle qui découvrit un jour le haut des bas. En brisant les tabous et en faisant débat, Marie a tout au bout remporté ses combats. Merci, merci. Voilà, En je vous en effet, prie. encore un univers complètement différent, mais toujours Oui. avec ce même souhait de rendre hommage, rendre hommage, rendre Mhm. hommage aux femmes. C'est ça. C'est beau, C'était c'est vraiment beau. c'était mon leitmotiv. Donc, j'ai essayé de m'y tenir avec des femmes d'univers complètement différents. Oui, magnifique. Et voilà, vous êtes arrêté à ce livre avec 31, 31 mises à l'honneur. Est-ce qu'il y en Mhm. a d'autres qui vous dites, ah mince, j'aurais dû mettre encore celle-là dans le livre? C'est vrai qu'après coup, je me suis dit, tiens, tu as oublié de parler d'une telle, mais peut-être que ça viendra. J'aimerais bien citer encore quelque chose que vous avez écrit là dans votre livre, dans la conclusion un peu. Vous dites, avec Louis Aragon et comme Jean Ferrat, en poème, en chanson, je dis protégeons-la, respectons-la, la femme, aimons-la à mourir, elle qui pour notre âme est le seul avenir. Tout à fait. C'est beau, Oui, c'est vraiment beau. vous connaissez le poème La femme et l'avenir de l'homme. Donc, Voilà. c'est ça qui m'a inspiré. Et puis, moi, je trouve qu'il a mille fois raison. Peut-être si j'ai le temps, j'ai trois strophes que j'ai mises à la fin, que j'ai intitulées Vive la différence. Rien n'est uniquement d'un sexe à l'apanage, fou celui qui prétend que l'un vaut davantage. Masculin, féminin se valent tout autant, en eux le genre humain s'exprime pleinement. Le petit chromosome qui nous rend différents fait de la femme et l'homme juste des compléments. L'un s'enrichit de l'autre et de ses différences. Mesdames, grâce au vôtre, nous comblons nos carences. Il faut pour vivre ensemble en bonne intelligence chercher ce qui rassemble malgré les différences. Semblables et différents, la voilà notre chance, alors profitons-en, vive la différence. Juste pour conclure. Je crois que c'est en effet une magnifique conclusion. Merci, vraiment merci beaucoup pour ce moment partagé maintenant, mais aussi pour votre œuvre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et au revoir tout le monde. À bientôt. À bientôt. Au revoir.